Conclusion de cette très intéressante table ronde. Comme nous l'a dit Stéphane Huygens, l'école de demain sera numérique et connectée. Et je pense que ce soir, nous en avons eu la preuve vivante, parce que l'EPS est présente par différents programmes dans cette école numérique et connectée, et nous l'avons vu grâce à une des premières diplômées de l'enseignement de promotion sociale en e-learning. Un autre élément que Stéphane a apporté dans la discussion, c'est qu'il ne faudrait pas à l'avenir qu'on voit apparaître deux types d'établissements de promotion sociale différents, des établissements connectés et des établissements déconnectés. Alors nos différents intervenants que nous avons pu entendre ce soir, venant d'horizons différents, ont apporté chacun des éclairages très intéressants sur différents thèmes. Le premier de ces thèmes, c'était un thème qui fait partie de l'ADN même de l'enseignement de promotion sociale. C'est l'épanouissement des personnes en vue d'une meilleure insertion socio-professionnelle, qui figure d'ailleurs dans le décret de l'enseignement de promotion sociale. Alors la réponse est oui, je pense pour la plupart des intervenants, parce qu'il permet à des étudiants de suivre un cursus à distance kilométrique pour certains, mais aussi à distance en termes d'horaire, quand les possibilités horaires offertes par l'enseignement ne correspondent pas aux disponibilités horaires des personnes qui veulent suivre ces formations. Que permet cet enseignement? Que permet CETIS? Ils permettent bien entendu une nouvelle insertion socio-professionnelle, une toute nouvelle insertion socio-professionnelle, mais également, dans d'autres cas, de poursuivre sa carrière au sein de l'entreprise, de faire évoluer sa carrière. Ce qui a été souligné également dans ce thème, c'est que l'e-learning, cela représentait un investissement important. Un investissement important pour les étudiants et pour les enseignants. Alors cet investissement se marque dans la création du parcours et se marque aussi dans l'accompagnement des étudiants. Ces étudiants, on en a beaucoup parlé parce que ce parcours va leur nécessiter rigueur et discipline, mais leur apportera également une plus-value importante. On a également parlé, et c'est l'aspect accompagnement des étudiants, des enseignants. Enseignants qu'il faudra former, qui devront réinterpréter leur mode de fonctionnement. Un point également qui reviendra plusieurs fois, qui était abordé pour la première fois dans ce thème-là, mais qui reviendra plusieurs fois par la suite, ce sont les formations hybrides en présentiel et en distanciel. Toute l'importance de savoir que faut-il faire en présentiel, que faut-il faire en distanciel, sachant que ces deux éléments se nourrissent l'un l'autre et qu'ils sont tous les deux indispensables. C'est un élément qui reviendra très régulièrement dans les échanges. Le deuxième thème fait également partie de l'ADN même de l'enseignement de promotion sociale, c'est comment mieux répondre aux besoins des entreprises et des milieux socio-économiques. Alors la réponse, est-ce que les TIS permettent de faire ça? Je pense qu'elle était oui sur toute la ligne. Oui pour l'entreprise, car les TIS permettent de faire grandir ses collaborateurs et de fidéliser ses collaborateurs. Oui pour les participants à ce genre de programme, car elle permet leur épanouissement personnel. Oui également pour le secteur de l'informatique, parce que l'enseignement de promotion sociale est flexible au travers de sa modularité et va encore renforcer cette flexibilité avec la formation en e-learning. Oui également dans le cadre d'une numérisation de la société qui avance à grands pas et qui nécessite de nouvelles connaissances. Et ces nouvelles connaissances pourront notamment être obtenues au travers d'une démarche de formation via des modules courts, ce en quoi l'enseignement de promotion sociale répond. Troisième thème abordé, est-ce que les TIS permettent de lutter ou au contraire renforcent la fracture sociale, la fracture numérique, la fracture culturelle? Premier point qui est apparu à plusieurs reprises, il n'y a pas de fracture du point de vue d'accès à l'outil. L'outil est généralisé. Par contre, la fracture apparaît plus directement au niveau de la peur de l'utilisation de cet outil, dans l'usage même de l'outil. Comment rendre l'outil opérationnel? Ce qu'on a également vu apparaître au travers de différentes expériences, c'est que le lien social, la fracture sociale est en diminution, et notamment au sein même de la famille. J'ai noté que ces programmes ont permis aux personnes qui ont participé de reprendre leur place au sein de la cellule familiale. Est revenu également dans ce thème-là l'aspect présentiel. Présentiel pour maintenir la cohésion sociale des apprenants. Quatrième thème,
Est-ce que les TIS sont un obstacle, un frein, ou une aide, un soutien à l'apprentissage des adultes? Alors globalement, l'idée générale était que c'est effectivement une aide, un soutien. C'est un soutien aux apprentissages des individus, ça permet l'individualisation. Un certain nombre de petits obstacles sont apparus. Oui, c'est une aide, mais de nouveau, on revient sur ce thème récurrent, l'importance de la concertation, du présentiel. C'est un obstacle, ça peut être un obstacle également parce qu'il ne faut pas faire que du numérique. Il faut trouver un juste milieu. On revient sur l'idée également que l'enseignant va devoir repenser son travail, qu'il va falloir adapter la pédagogie aux outils digitaux. Et, parallèlement à ça, le rôle des institutions, on revient au départ et à l'introduction de Stefan Huygens, le rôle des institutions et leur avenir aussi a été également interrogé. En conclusion de tout ça, j'ai, en préparant ces conclusions, retrouvé un ouvrage dans lequel certains thèmes qui ont été abordés ce soir sont longuement abordés. C'est L'éducation réinventée, qui est écrit par Salman Khan, qui est le fondateur de la Khan Academy. Et il parle de l'utilisation de la technologie. Et je reprendrai quelques phrases qui figurent dans son livre. Il plaide pour une utilisation sensée de la technologie. La question centrale est l'utilisation que l'on fait de la technologie. Ce n'est pas suffisant de mettre quelques ordinateurs et tablettes numériques à disposition des classes. L'idée est d'intégrer la technologie à notre façon d'enseigner. Sans son utilisation pertinente et inventive, la technologie pourrait devenir un énième gadget coûteux. Un peu plus loin, reprenant une expérience menée aux États-Unis, il dit « Si nous changeons la technologie sans changer les méthodes d'enseignement, nous allons gaspiller de l'argent. Un iPad ne constitue pas un outil d'apprentissage, à moins qu'on restructure la classe. Les statistiques, la méthode, les objectifs, les évaluations, tout doit changer. » Je pense que ça recoupe énormément d'éléments qui ont été dits ce soir. Et moi, ce qui m'a particulièrement frappé dans cette phrase-là, en plus de ces éléments, c'est qu'on faisait référence aux statistiques. Donc à la manière dont on mesure la performance du système éducatif, et c'est l'une de mes missions. Donc cela m'a particulièrement intéressé et intrigué également. Et le deuxième élément que je voudrais vous citer, c'est un article tout à fait récent qui a été écrit par Bruno Coleman dans Trends Tendance et dont le titre est « La révolution digitale va-t-elle pulvériser jusqu'au fondement de notre monde ?» Et dans cet article, il nous dit à un moment donné, mais 40% des métiers pourraient être aspirés par cette révolution technologique, par ce monde digital. Bien sûr, dit-il, d'autres métiers vont apparaître, mais la nature et le contenu intellectuel ou manuel de ces métiers est indécise. Et je pense que là, la formation continue, la formation, j'ai bien aimé le terme, quelqu'un a utilisé pendant le panel, continuelle, est extrêmement importante. Et donc l'enseignement de promotion sociale y a certainement sa place. Un peu plus loin, il dit également, il serait erroné de croire que la digitalisation va uniquement affecter les tâches manuelles. De plus en plus de métiers intellectuels, et là il cite explicitement dont l'éducation, vont être déstructurés par la digitalisation. Je pense que c'est exact et on l'a en partie montré ce soir et je voulais terminer par là pour dire qu'il va falloir se préparer à cette déstructuralisation de l'enseignement et je pense que les apports de ce soir étaient une bonne approche des éléments à mettre en place pour faire face à ces nouveaux défis.